Merci au C2RL pour l'organisation de cette journée qui est toujours riche d'échanges et très plaisante à partager. Aujourd'hui, juste pour me présenter, là moi je m'appelle Baumard, je suis psychiatre responsable du service de réhabilitation de Corrèze, du CHPE. Et aujourd'hui, j'interviens avec M. Niles, Jean-Jacques Niles, qui est philosophe. Je vais juste vous décrire un petit peu comment s'est mis en place cette présentation, et Jean-Jacques prendra la suite pour notre intervention. C'est d'abord né d'une rencontre, c'est né d'une rencontre autour du comité d'éthique de notre hôpital, où on cherchait un petit peu des informations, des compléments de formation sur l'éthique dans le soin. Et dans le cadre du comité d'éthique, on a pris contact avec Jean-Jacques qui propose un support ludique, un jeu sur la réflexion éthique des soignants dans leur exercice quotidien. C'est une présentation qui, moi, personnellement, m'a vraiment séduit, m'a intéressé, parce que j'ai trouvé là un jeu qui était très structuré, qui permettait d'accompagner une démarche et une réflexion éthique en abordant des questions morales, des questions juridiques, des questions de respect du patient, des questions de droit, mais sur un mode vraiment collaboratif, et puis qui était là vraiment, qui était formateur, et qui était, je dirais, gage de qualité aussi dans les pratiques. Je vais être très court, mais dans la deuxième partie, Jean-Jacques vous présentera le jeu, et c'est ce qui nous a donné l'idée de faire cette présentation aujourd'hui, parce que ce jeu est très bien fait, mais avec quelques adaptations nécessaires pour l'adapter à la psychiatrie et à quelques spécificités de la psychiatrie, en particulier la notion de soins libres, de soins sous contrainte, qui n'était pas complètement abordée dans le jeu. D'où l'idée de cette présentation aujourd'hui, où très clairement on vient pour présenter le jeu, mais surtout pour chercher des gens de tout horizon, des professionnels, des usagers, peut-être des familles d'usagers, qui seraient intéressés pour participer à l'élaboration d'une banque de cas qui permettrait d'adapter le jeu à l'environnement psychiatrique. Et ça nous a paru intéressant là de le proposer dans le cadre de la réhab, parce qu'il y a des points communs évidents entre l'éthique et la réhabilitation, des points communs sur le fait que dans les deux cas, on est dans une démarche, on est dans un questionnement sur notre positionnement. Le fait qu'en réhabilitation, on procède vraiment en démarrant des souhaits de l'usager, en favorisant tout ce qui est empowerment, tout ce qui est progressif comme ça, mais dans une co-construction soignant l'usager. C'est évidemment un parallèle avec l'éthique et le positionnement professionnel. On pourrait utiliser un peu indifféremment le terme d'éthique ou de bienveillance dans la réflexion sur les pratiques. Mais voilà, on voit des passerelles qui sont assez évidentes. Et puis après, il y a des questionnements qui apparaissent, qui sont plus en lien avec la question de la psychopathologie, on va dire, et les diapos défilent pas là.
Oui, pardon. Je disais, il y a des points évidents dans la démarche entre éthique et réhabilitation, et entre éthique et psychiatrie, il y a des questionnements particuliers. Dans notre accompagnement, dans l'accompagnement de réhabilitation, on est confronté régulièrement dans la pratique. C'est un partage d'écran, sinon, si vous voulez. Eh bien, si tu veux, oui. Parfait, ouais. On est à la 3e diapo. Enfin, moi, à la 3e diapo. Je vais revenir au début, il est un peu petit à ce moment-là. Alors, j'ai l'impression que c'est ça, mais c'est écrit tout petit. Oui, c'est ça, ouais, merci. Donc, oui, je faisais référence à ces notions d'empowerment, d'être acteur de son projet, qui sont caractéristiques de la réhabilitation. Mais dans un cadre plus général sur les tableaux, en particulier les tableaux psychotiques, on a des réflexions à avoir quand, dans les symptômes, on trouve des difficultés de perte d'élan, d'aboulie, d'anédonie, qui nous amènent, nous, à nous interroger sur notre positionnement. Comment, en tant que soignant, on va faire attention, être vigilant, à être dans l'accompagnement juste, dans la stimulation, et ne pas être excessif ou dans une forme d'acharnement à vouloir absolument faire avancer un projet plus à notre rythme qu'à celui de l'usager qui est là. C'est des fois des questions qui se posent à nous et où on doit doser un petit peu notre positionnement. De même, en particulier sur les troubles psychotiques, toute la notion d'insight ou de conscience des troubles se pose aussi. Comment ça rejoint tout à fait la présentation précédente sur l'adaptation de notre positionnement dans le rythme et l'adaptation de l'accompagnement qu'on va proposer. Et là, évidemment, on touche aussi donc à l'éthique et à la bienveillance de notre accompagnement. Et sur la diapo suivante, oui, voilà. Donc 2 démarches proches avec des questionnements qui sont parallèles et qui aboutissent à une interrogation des pratiques et puis à une amélioration de la qualité, quoi, tout simplement, et puis même du résultat. L'exemple précédent d'Honorine nous illustre tout à fait ça, où dans la réhabilitation, alors qu'on essaie d'être sur une réflexion qui est structurée, logique, de bilan, d'évaluation, d'accompagnement, de mise en situation écologique, jusqu'à la concrétisation du projet, et bien pour que ça marche, on est obligé de sortir de ce cadre-là et là, interroger nos pratiques pour rester dans la bienveillance, la faisabilité et et un aboutissement qui soit satisfaisant, quoi, pour l'usager. Voilà. Donc, ce cadre général je vais laisser la parole à Jean-Jacques qui va nous présenter le jeu pour expliquer qu'aujourd'hui, nous recherchons des partenaires du monde de la psychiatrie, professionnels, familles, usagers, pour adapter la banque de cas aux situations qu'on rencontre dans notre pratique. Je te passe la parole, Jean-Jacques, je te laisse poursuivre. Oui, volontiers, merci. Donc là, je suis un peu en aveugle avec le partage d'écran. Ni je ne me vois, ni je ne vous vois. Mais j'espère que ça fonctionne bien. Merci à tous de m'accueillir dans ce format distanciel. Il était prévu que je sois parmi vous, mais quelques soucis de santé m'en ont empêché. Merci aussi aux organisateurs et puis à l'équipe technique d'avoir préparé ce format en distanciel. Donc je me présente rapidement. Donc Jean-Jacques Guillet, je suis enseignant-chercheur en philosophie et en gestion, avec donc un champ d'enseignement et de recherche qui portait, puisque je suis à la retraite depuis le mois dernier,
qui portait donc sur la mise en place de démarches éthiques dans les organisations. Et par ailleurs, donc, qui s'approuve en savoir, où je me trouve moi-même, et dont la vocation est de promouvoir l'éthique dans les pratiques professionnelles, et qui travaille plus largement, notamment sur les outils de la loi 2002, et qui œuvre donc au plan national maintenant. Et donc, dans les activités du cabinet, il y a notamment, depuis quelques années, cette activité d'édition. Nous rédigeons et publions des ouvrages sur l'éthique, par exemple sur l'éthique dans le mandat judiciaire de protection des majeurs ou sur l'éthique en protection de l'enfance l'an dernier. Et puis donc, ce jeu éthico que je vais vous présenter de façon assez synthétique, hein, pour respecter le timing, et puis évoquer, comme l'a dit Mathie, la possibilité de réaliser une déclinaison dans le champ de la psychiatrie. Alors, nous avons contribué, entre autres, à une recommandation de la presse sur la mise en place de la réflexion éthique, et à travers les formations et les différents travaux que j'ai évoqués, avons cherché à mettre au point une méthodologie d'éthique clinique, disons, qui permet aux professionnels, ou maintenant d'autres parties prenantes du soin ou de l'accompagnement, d'analyser, d'étudier, changer sur des situations emblématiques, des questions d'éthique qui peuvent se poser dans tel ou tel secteur du soin ou de l'accompagnement. Et donc ce processus, on le travaille notamment en formation, hein, ou dans les bouquins que j'ai évoqués, sur des situations dont on verra tout à l'heure, là, dans quelques minutes, le format. Ce processus de réflexion est repris dans le jeu de façon légèrement simplifiée. Et le jeu a été créé aussi en Covid, hein, autour du besoin d'échanger, de se retrouver physiquement et de façon interactive et ludique pour travailler cette question, alors à la fois très sérieuse et parfois douloureuse, et en même temps sur un mode qui soit léger et convivial. Donc là, on montre simplement le pochon. Au départ, c'était des boîtes. Là, maintenant, on le conditionne dans des pochons. Et c'est une version ici qui est une version standard cabinet, entre guillemets, qui peut être déclinée auprès de différentes organisations par rapport au métier propre. Par exemple, actuellement, on le déploie avec l'EPNAC, qui est un établissement public national qui travaille sur la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors, je le mentionne parce que ça a une des questions à laquelle Mathie Baumard a fait référence, à savoir l'implication qui, pour nous, est un peu nouvelle et est venue avec cette version de l'EPNAC, l'implication des personnes, des patients, des personnes accompagnées dans le processus et de conception et d'utilisation du jeu, ce qui me paraît très intéressant. Et puis au dos du pochon, on a les vertus dites cardinales que nous utilisons dans les versions du jeu qui ne sont pas adaptées à une organisation ou à un environnement particulier. Quelqu'un, on va retrouver des valeurs de la dite organisation. Alors, je montre pas toutes les diapos de présentation du jeu, on pourra les faire passer, je pense, après coup, si vous le souhaitez. Donc le jeu comporte un livret, hein, qui explique le processus et qui présente différentes cartes. Et là, on voit, c'est une sorte de synthèse, hein, du contenu du jeu. On voit le plateau du jeu sur lequel on va positionner des situations qui sont des mini-cas qui représentent un dilemme rencontré par les professionnels ou par les patients, hein, et sur lequel donc va se dérouler le processus de discussion entre les joueurs, qui vont pouvoir mobiliser différentes cartes qui sont des cartes alors qu'on appelle attitude ou valeur, hein, c'est-à-dire des dispositions à agir d'une certaine manière.
par exemple le respect, que l'on retrouve dans la plupart des chartes éthiques. Donc on va chercher à savoir quelles sont les attitudes ou les valeurs qui sont pertinentes pour appréhender la situation, quels sont les enjeux. Ça, c'est un moment de réflexion qu'on a étudié d'ailleurs à Aigurande, quand on a pu travailler ensemble sur le jeu. Quels sont les enjeux pour les différents acteurs de cette situation? Quels sont les dilemmes, pour prendre un classique, liberté et sécurité, que l'on retrouve assez souvent dans les cas, mais il y en a d'autres, créativité, puis respect des habitudes de travail ou de l'organisation, par exemple. Donc on a des cartes qui présentent différents dilemmes qui vont pouvoir expliquer la difficulté de telle ou telle situation. Et puis des cartes décision, puisque, comme on le voit dans l'exemple que je vous présente là, qui est un exemple assez transverse, qui ne concerne pas une situation de soins, d'accompagnement, mais plutôt une situation interne, de relations entre professionnels à l'occasion d'une réunion. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le texte de la situation, puisque nous avons quelques minutes et que c'est pas peut-être l'essentiel par rapport à l'objet de cette présentation. Et on a une présentation simplifiée dans laquelle le problème est posé, et puis des sorties possibles ou des attitudes possibles, des postures possibles, si on préfère ce terme-là, pour gérer cette situation. Puisque nous avons fait le choix aussi, qui peut être discuté, qui n'est pas partagé par tous les éthiciens, d'aller jusqu'à la question de la prise de décision et des options réelles de décision dans une situation donnée. Voilà, donc on a un certain nombre de cartes de situation qui sont, vous m'arrêtez s'il y a besoin, qui sont classées, rangées. Ici, c'est dans l'exemple du jeu que nous appelons classico. Bon, après, par exemple, on a une version service à domicile qui a été développée avec le national ADMR. On a bien évidemment une autre classification. Cette classification peut renvoyer à des activités ou à des types de relations. Ici, on a une classification par différents types de relations. Et donc, les joueurs vont choisir, ou l'animateur, ou le formateur, ou la personne qui a l'initiative du jeu va choisir, en fonction de l'intérêt du moment ou d'une difficulté rencontrée ou du sujet de la formation de la réunion interne, ou encore au hasard, va choisir de travailler sur telle ou telle situation. Alors, je ne veux pas être trop long, mais le jeu peut être joué à 3 niveaux de temporalité. Ça peut être très rapide, très succinct, ou plus approfondi, par exemple dans le cadre des formations. Alors, je vais aller directement à la diapo 23 pour illustrer un tout petit peu le type de situation que l'on pourrait travailler dans une déclinaison propre à la RPS ou à la psychiatrie de façon générale. Ça, ce sont des situations assez anciennes, on va peut-être pas toutes les détailler, mais nous avons eu l'occasion de travailler il y a quelques années au centre hospitalier de Marchand de Toulouse sur les questions d'éthique. Et avec Mathie Boma, nous avons retenu quelques situations pour illustrer très rapidement à la fois le format et puis le type de problématique qui peut être posée. Donc ici, on a une situation dans laquelle une patiente exprime un désir d'enfant qui pose problème par rapport à sa capacité à cet enfant ou à en assurer l'éducation, si on peut dire. Et vous retrouverez donc le même format que celui qu'on a vu tout à l'heure, à savoir une description très succincte. On n'est pas dans une méthode des cas où on rentre dans beaucoup de détails, une description très succincte qui est destinée à pouvoir être généralisée et à permettre une harmonisation éventuelle des pratiques dans un établissement ou plus largement dans une organisation ou une fédération, comme ça peut être le cas de celle qui nous réunit aujourd'hui, de réfléchir à est-ce qu'on partage une manière d'appréhender cette situation, d'abord de l'analyser, d'en mesurer les enjeux,
comme l'a évoqué tout à l'heure, le cadre juridique ou le cadre normatif de bonne pratique professionnelle, et est-ce que ça nous permet de définir une orientation, une ligne de conduite, voire, dans certains cas, peut-être de façon plus prescriptive, des comportements attendus de la part des équipes. Alors, ce travail en psychiatrie, à l'époque, a été aussi l'occasion du constat de la diversité des approches qu'il pouvait y avoir dans les équipes professionnelles. Je me rappelle notamment de la question de la cigarette, où dans tel pavillon, on limitait à X cigarettes dans la journée, dans tel autre, c'était à volonté, dans tel autre, on gérait pas du tout le problème, et les patients étaient confrontés à un manque de contenance institutionnelle du fait de la diversité des approches, comme s'il y avait autant de prise en soin que de pavillons. Voilà. Donc derrière le jeu, il y a aussi cette possibilité de chercher à définir en termes de qualité d'accompagnement. Voilà, donc je vais peut-être pas plus loin parce que je surveille en même temps le chrono. Donc on a différentes situations autour du secret concernant des relations sexuelles avec une contamination HIV, la question du tutoiement, question beaucoup plus quotidienne autour du lavage de mains dont certains professionnels le font respecter et d'autres pas avant les repas, et puis une situation, encore une fois on pourra les communiquer je pense après coup, une situation où une patiente est atteinte d'une pathologie grave, d'un cancer, et on hésite à l'informer de cette pathologie parce que elle ne semble pas en capacité d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà, donc on a quelques situations comme ça, mais elles sont assez anciennes et elles ne couvrent pas, elles sont pas spécifiques à la RPS et ne couvrent pas le panel d'activités du soin de l'accompagnement en psychiatrie. Voilà. Alors, pardon, j'espère que ma présentation est suffisamment claire. Donc, j'aborde le troisième point de la présentation qui est sur cette base une proposition, en fait, une proposition de collaboration qui viserait à, mais je crois que vous l'avez bien compris, qui viserait à produire un jeu spécifique. Alors, je ne sais pas si à la psychiatrie en général ou à la réadaptation psychosociale en particulier, ça peut faire partie du travail de ce groupe, puisque l'idée, ça serait de constituer un groupe de travail qui pourrait se réunir en visio, avec une estimation de 5 réunions environ pour réaliser le travail attendu, et éventuellement, alors je dis, on a mis une demi-journée pour être réaliste sur les disponibilités, les agendas. Ça pourrait être aussi une journée de séminaire pour produire à la fois le cahier des charges, c'est-à-dire, je crois que je l'ai détaillé après, qui va jouer, dans quel contexte, sur quel type de situation, est-ce qu'on inclut les relations entre patients, les relations entre professionnels, le contexte d'utilisation qui est envisagé, et puis pour produire aussi des contenus, notamment les cas, le référentiel éthique ou le cadre de référence éthique, est-ce qu'on a des valeurs communes, donc ça amène aussi à des réflexions peut-être sur tout le réseau, est-ce qu'on partage des valeurs communes, est-ce qu'elles sont déjà formalisées ou pas, et puis bien sûr, en lien avec les situations qui auront été produites, les dilemmes, les enjeux et le cadre juridique, alors qui aujourd'hui n'est pas mobilisé dans le jeu, ça pourrait être une innovation, peut-être par rapport à la charte des droits et libertés du patient accueilli, ou d'autres éléments juridiques. On pourrait imaginer aussi d'avoir des cartes avec les textes fondamentaux du droit, très résumés, très simplifiés, mais qui permettraient de développer la culture juridique en lien avec la réflexion éthique, ce qui est peut-être la meilleure manière de la développer. Voilà, donc un groupe de travail pour à la fois définir le cahier des charges, créer des contenus, tester, les valider, et à partir de là, on pourrait éditer le jeu pour l'ensemble des
des établissements ou des services concernés par cet accompagnement. On a imaginé, en fonction des volontés qui se manifesteront aujourd'hui, de programmer une première réunion en visio avant la fin de l'année pour réaliser le plan de projet, probablement sur un semestre, vous pouvez imaginer ça, au maximum une année, idéalement peut-être un semestre, ce qui pourrait permettre d'envisager une édition au courant de l'année, en fin d'année 2024. Voilà, il est 10h25, peut-être qu'on peut garder quelques minutes pour les échanges et arrêter le partage d'écran de façon à voir de nouveau la salle. Voilà. Tout d'abord, merci pour ce retour et cette belle expérience.